Merci d'accueillir sur scène le cofondateur de Talentsoft, Alexandre Pachulski. No, God! No, God, please, no! 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 Bonjour à toutes et à tous. Alors, étant donné qu'on est dans l'espace bien-être, je me suis dit qu'une image valait mieux qu'un long discours. Et donc Michael de The Office montre très bien ce que n'est pas le bien-être. Alors, le bien-être, qu'est-ce que c'est finalement? Le bien-être résulte d'une chose très très simple. Le bien-être résulte de l'alignement entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Ce que l'on est, ses aspirations personnelles, ses ambitions, ses rêves, le sens que l'on veut donner à sa vie, et ce que l'on fait, qui s'exprime évidemment majoritairement par son travail. Alors, c'est très simple et en même temps, il n'y a rien de plus compliqué. Parce que si vous réfléchissez bien à la société telle qu'elle est conçue aujourd'hui, rien ou très peu de choses se prêtent à apprendre à se connaître, soi. Si vous prenez l'école, par exemple, à l'école, on apprend à peu près tout. Les maths, la géographie, les sciences physiques, la biologie, la gym, tout ce que vous voulez. Mais on n'apprend pas à se connaître. Il y a une énorme différence entre connaître et se connaître. La différence, c'est qu'à 18 ans, on n'a toujours aucune idée vraiment de qui l'on est, de ce qui nous rend vraiment heureux et de ce qu'on va faire de notre vie. Et donc, on a passé toute notre scolarité à essayer d'avoir des bonnes notes pour faire les meilleures études possibles, des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, pour pouvoir tout faire. Mais quand on peut tout faire, on ne sait rien faire de spécial et on ne sait toujours pas ce qu'on a envie de faire. Ce qui fait que 10 ans plus tard, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous avez tous ces cadres supérieurs, tous ces directeurs de je ne sais quoi, qui décident de devenir boulanger, ébénistes, qui se tournent vers des métiers manuels, vers des métiers du bien-être, naturopathe, prof de yoga, coach en développement personnel. Quand vous voyez le Switch Collective, l'initiative de ces deux jeunes femmes qui ont réinventé la reconversion professionnelle et qu'elles en sont à leur 20e promo, de gens finalement un peu paumés, qui se sont rendus compte à 35 ans qu'ils n'étaient pas au bon endroit, ils n'étaient pas alignés avec ce qu'ils étaient. La vérité, c'est que nous sommes tous des autodidactes du bonheur. Il n'y a rien de plus important dans notre vie et on ne nous apprend pas finalement à être heureux. Et c'est pour ça que ces cadres supérieurs dont je parlais quittent ces bullshit jobs, décrits par David Graeber, le sociologue américain, ces jobs vides de sens. C'est pour ça qu'on constate la révolution, la révolte des premiers de la classe, du livre éponyme. Et tout l'enjeu pour nous, c'est justement d'essayer de trouver notre voie, de trouver le travail qui nous permettra d'être alignés et de développer un bien-être. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, tout d'abord, puisque Bernard Stiegler était là il y a encore quelques minutes, on peut se référer à son essai. Le travail, déjà, ce n'est pas l'emploi. Avec la singularité technologique, le moment où l'on nous dit que les machines vont être aussi intelligentes que les hommes, plus exactement ce moment où les machines vont réussir le test de Turing, et quand on conversera avec une machine ou un humain, on ne verra plus la différence. S'il est vrai que la singularité technologique, que l'intelligence artificielle va faire disparaître peut-être certains de nos emplois, du caissier au chirurgien en passant par le conducteur de taxi, le travail ne va pas disparaître. En fait, le travail, c'est un vecteur, c'est un véhicule. Le travail, c'est le vecteur qui permet d'exprimer sa singularité, qui permet d'exprimer ce qu'on a à livrer au monde. C'est ce qu'Hannah Arendt explique très bien. Elle dit que c'est la réalisation de son œuvre individuelle pour le collectif. Alors si on regarde le travail de cette façon-là, évidemment, très tôt, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on a à livrer, quelle est notre singularité. L'école finlandaise est intéressante pour ça, l'école américaine aussi quelque part, parce qu'on va essayer plein de choses, du théâtre à la NFL, au basket, aux sciences, pour essayer de découvrir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Alors moi j'ai eu de la chance assez tôt, vers 10-12 ans, j'étais passionné de musique, et à 10-12 ans, je savais que je voulais devenir musicien. J'en étais persuadé.
J'avais envie, en fait, déjà de créer tous les jours. De ne pas être dans une activité répétitive, mais tous les jours d'inventer quelque chose. J'avais envie de vivre en bande. Le fantasme du bus, de la tournée des zéniths, des salles, vivre avec mon groupe, souffrir, me réjouir, répéter, manger, dormir, en bande. Et puis j'avais aussi envie de colorier la vie des gens. Moi, la musique me faisait cet effet-là. Elle me faisait du bien, comme tous les ados, je ne me sentais pas super bien dans ma peau. Et la musique, elle a le côté cheer me up, le côté de nous booster. Et j'avais envie de faire ça pour le monde, j'avais envie de livrer ça. Alors vous connaissez la fin de l'histoire, hein. J'ai pas réussi, sinon vous me connaîtriez et je ne serais pas là à parler devant vous, je serais là à vous chanter une chanson. Aujourd'hui, je suis Chief Product Officer, directeur général produit. Alors qui sait ce que c'est, directeur général produit? Bon, bah, vous avez de la chance, moi j'avais aucune idée de ce que c'était il y a 10 ans encore. Alors autant vous dire que petit, j'avais pas envie de faire ça plus tard. Pourquoi je suis heureux dans mon job? Très heureux. Bah parce que je suis directeur général produit, donc mon but, c'est de concevoir un produit, donc c'est de créer tous les jours. J'ai une équipe, l'entreprise fait 500 personnes et l'équipe avec laquelle je bosse, c'est 200 personnes, donc c'est un gros bus, hein. Et pour ce qui est de colorier la vie des gens, le but du produit, c'est de permettre à chacun de trouver sa voie professionnelle et de prendre son destin professionnel en main. Pour ce qui est de colorier la vie des gens, c'est pas mal. Et en fait, c'est intéressant. Parce que j'ai le job de mes rêves. Mais ce n'est pas du tout celui que j'avais imaginé. Et il est bien là le problème. La première question qu'on pose aux gamins quand on les rencontre, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?» Mais c'est super cruel comme question. À 5, 10 ou 15 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous répondent? À moins d'être fils de pompier, musicien ou docteur et d'hériter d'une vocation familiale, on n'en a aucune idée. Alors comment on va s'y prendre? Finalement, si on regarde bien le Marshmallow Challenge, pour ceux qui connaîtraient, c'est un challenge de design qui a été créé par John Skillman, où il y a eu des centaines d'expérimentations. C'est 4 personnes, c'est des groupes de 4 personnes, à qui on donne 20 spaghettis, un ruban adhésif, de la ficelle, un marshmallow. Et le but du jeu, c'est qu'ils mettent un marshmallow au-dessus de la plus grosse structure en spaghetti possible. Assez simple, pitcher comme ça. C'est très compliqué de faire tenir un marshmallow sur une structure en spaghetti. Alors, il y a des centaines de groupes qui ont essayé. Des groupes de toutes sortes, des chefs d'entreprise, des directeurs de je ne sais quoi, des avocats, des étudiants en école de commerce, en école d'à peu près tout. Et vous savez ceux qui s'en sortent le mieux? Ce sont les étudiants en maternelle, les enfants de maternelle. Les enfants de maternelle construisent la plus grosse tour en spaghetti qui tienne un marshmallow. Pourquoi? Parce que les enfants de maternelle n'ont pas de plan, ni de devenir patron d'une boîte de spaghettis, et ne font pas de plan. Les enfants partent de la finalité, les enfants se disent « je pars du marshmallow et je vais essayer de faire tenir le marshmallow sur une structure que j'essaye de construire de plein de façons possibles ». Alors évidemment, vu qu'ils n'ont pas de plan, ça se pète pas, ils ratent beaucoup avant de réussir, ça se pète souvent la gueule. Ils essayent 4, 5, 10, 15 fois. Mais tout enfant de maternelle qu'ils sont, ils apprennent. Et petit à petit, ils arrivent à faire tenir le marshmallow sur une structure en spaghetti. Là où tous les autres, les chefs d'entreprise et les directeurs, nous, on a été éduqués pour faire un truc, le plan parfait. Alors tous ces gens-là, ça ils réfléchissent, hein. Ça ils se concertent, ils se coordonnent. C'est un très bon exercice de team building. Ils se foutent sur la gueule même. Et pendant les 20 minutes, 1 heure ou 2 heures qui leur sont laissées, ils font le plan parfait. Et qu'est-ce qui se passe? De toute façon, au bout de 20 minutes, 2 heures ou 2 jours, on s'y prendra sur les dernières minutes, à la bourre, on exécute le plan. Et qu'est-ce qui se passe à exécuter le plan? Tadam! Ils exécutent le plan et ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule parce qu'ils ont un essai. Ils ont essayé d'exécuter le plan parfait. Ça, c'est nous jusqu'à 25 piges. On bâtit un plan sans avoir aucune idée de ce qu'on veut faire. Et le travail, on ne sait ce que c'est que quand on l'a exercé. Donc il faut tenir son marshmallow. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, dans votre singularité, dans votre unicité? Et il va falloir essayer de trouver votre voie professionnelle, le travail, la structure en spaghetti qui va supporter votre marshmallow, qui va supporter votre bonheur, qui va vous permettre de colorier la vie des gens, de vivre en bande et de créer. Alors,
quand est-ce qu'on sait qu'on a la bonne structure et qu'on a le marshmallow dessus? C'est quand le bon travail, finalement, c'est quand c'est pas du travail. C'est con, hein? On le sait quand on bosse pas. Le bon exemple de notre vie de tous les jours, c'est les artistes. J'ai vu encore Mathieu Chédid sur scène il y a un mois avec la Momali. Quand on le voit jouer pendant 3h30, taper le bœuf avec ses potes, même nous on a envie de rentrer, lui est toujours sur scène. Et je parle même pas de Johnny, pour ceux qui l'ont vu, dont tout le monde sait que la scène c'était sa vie. Là, ces gens-là, c'est leur travail. Mais j'ai pas super l'impression qu'ils souffrent, eux, hein. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, enfin, quand on est adulé et millionnaire, c'est facile de ne pas souffrir. Mais on peut prendre des artisans, on en connaît tous, des artisans tellement passionnés par leur travail, qui bossent pas non plus. Ils sont dans leur art. Ils sont heureux de ce qu'ils font. Ils expriment leur singularité. C'est ça qu'il faut essayer de trouver, cette vibration, ce moment où on sait. Alors la mauvaise nouvelle, les amis, c'est que le bon travail d'un jour, c'est pas le bon travail de toujours. Malheureusement, c'est comme le couple. Pour ceux qui sont mariés dans la salle, devant le maire, vous étiez persuadés que vous finiriez votre vie avec la personne à côté de vous. Et ça ne vous aura pas échappé que ça n'arrive pas toujours. On est très sincère au moment où on se marie. Le problème, c'est qu'on évolue. Et comment s'assurer qu'on va évoluer dans la même direction et qu'on aura toujours la même envie d'affirmer la même chose, le même projet de vie? C'est ça le problème du travail. Comment on peut être sûr qu'à un instant donné, ce qui a du sens, on aura toujours demain? Pour rester dans l'exemple des artistes, quand vous regardez Goldman, ça avait l'air de bien se passer pour lui. Puis à 15 ans, il décide de tout arrêter, parce que ça ne lui convenait plus. Et en fait, il a fait une chose courageuse, qui est très difficile de faire pour nous autres, c'est de sortir d'une dissonance cognitive et de se dire, en fait, je ne suis pas à ma place, je peux remettre tout ça en cause. Allez faire ça quand vous avez une famille, un emprunt et tout ça, c'est très compliqué. Mais la réalité, c'est que si on sait qu'on est à la mauvaise place, on ne va pas être heureux, on le sait, on ne pourra pas livrer ce qu'on a livré. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise ne nous aide absolument pas à livrer ce qu'on a livré. Elle écrase notre singularité. Ce n'est pas un lieu où on se comporte normalement, ce n'est pas un lieu où on peut être soi, l'entreprise, si on est honnête, pour la plupart des entreprises. Prenez une illustration toute con, vous prenez, là on est jeudi, demain vous allez dîner chez des amis, ou samedi, vous avez votre pote Bruno qui vous invite chez sa pote Caroline. Rien de spécial. Mais vu que c'est Bruno qui vous invite, quand vous arrivez chez Caroline, vous n'avez pas le droit de parler à Caroline. Il faudra vous adresser à Bruno, et lui il transmettra à Caroline. Puis la bonne idée de Caroline, c'est de vous recevoir pour dîner en vous mettant chacun dans une pièce. Chacun dans une pièce au mobilier assez douteux, dans lequel vous ne vous sentez pas super bien. Puis quand elle commence à comprendre que c'est un peu con, elle vous réunit autour de la table. Mais vu que c'est elle qui reçoit et que c'est la maîtresse de maison, elle fait quoi, Caroline? Elle va décider des sujets de discussion. Puis elle va dire qui va parler de quoi, quand, qui a le droit de parler quoi, quand. C'est absurde, hein? Vous n'avez pas envie d'aller dîner chez Caroline. Vous dites, il a des potes super, Alex. Ouais, mais ça, c'est l'entreprise, les amis. Ça, c'est ce qu'on connaît tous les jours. Vous arrivez, vous avez le droit de parler à votre N+1, pas votre N+2. Vous voulez parler à votre N+2, il faut remplir un formulaire. Alors, vous pouvez aller parler sur Twitter à Macron, Obama ou Trump. Vous pouvez les invectiver, faire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de parler à Jean Martin. Jean Martin, c'est un intouchable. Et puis, évidemment, le bureau individuel décoré avec du mobilier de l'entreprise où on vous dit « mais sois performant, mais sois engagé, mais le bien-être, quoi. Mais comment vous voulez être bien tout seul dans un bureau avec un mobilier dégueulasse ?» Alors, ce qui est dingue, c'est que toutes les entreprises du monde entier s'extasient devant les startups, font des learning expeditions à Silicon Valley, à Tel Aviv, pour dire « oh, mais qui sont ces objets bizarres qui ont l'air de vivre pas comme nous ?» En fait, ce sont des gamins qui n'ont pas un rond, donc ils ramènent le mobilier de chez eux. Donc c'est sûr qu'on s'y sent bien, qu'on s'y sent comme à la maison. Ils ont ramené le canapé de chez eux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et des gens qui ont de l'argent s'extasient devant ça et vont dépenser des fortunes en mobilier de bureau. L'entreprise est un lieu un peu absurde. Et quant aux discussions, on s'évertue à demander aux gens d'être heureux en entreprise, mais on va leur assigner des missions qui ne les intéressent pas. Donc toute la journée, vous bossez sur une mission qui ne vous intéresse pas, et la même entreprise dépense des millions d'euros en conduite du changement pour que vous ayez le smile. Mais pourquoi on ne demande pas simplement aux gens sur quoi ils ont envie de travailler? Quand vous prenez l'entreprise WL Gore qui fait le Gore-Tex, 8000 collaborateurs, ils ont compris ça. Maintenant, ils font des learning expeditions internes et quand il y a des jeunes arrivants dans l'entreprise, il y a pendant 15 jours, 3 semaines, une balade, un vie ma vie sur un peu toutes les missions possibles de l'entreprise.
Et les gens décident des missions sur lesquelles ils vont avoir envie de bosser. Et les gens qui sont impliqués sur ces missions votent pour savoir s'ils vont accueillir ou non les nouveaux arrivants. Donc ça, c'est smart. C'est intelligent, comme dirait Bernard Stiegler. Mais ce qui est très intelligent aussi, c'est d'organiser le travail pas en jobs, en emploi, mais de l'organiser en mission. Ça, c'est la vraie vie. Pourquoi les gens quittent l'entreprise aujourd'hui pour devenir freelance? Pour avoir le choix des missions, des clients, des sujets sur lesquels ils vont bosser. On n'est pas obligé de dégoûter les gens. Donc finalement, aujourd'hui, quel est l'enjeu? Vous avez une responsabilité, tous, nous avons une responsabilité, c'est de découvrir qu'est-ce que l'on a à livrer, notre singularité. Et si vous vous ramenez à ce film qu'on connaît bien, Billy Elliot, il faut être très courageux pour être Billy Elliot. Ce fils de mineur anglais dont le père veut qu'il soit boxeur et lui décide d'être danseur parce que sa passion, c'est la danse. Alors c'est un happy ending, à la fin, il devient un danseur célèbre. Mauvaise nouvelle encore pour nous, il n'y aura pas de happy ending pour tout le monde. Mais le plus grand risque aujourd'hui pour nous, c'est de ne pas en prendre et c'est de rester dans une situation confortable dont on est sûr qu'elle nous rendra malheureux. Comme dit Darius Khondji, le directeur de la photographie, que vous connaissez peut-être, qui a notamment beaucoup bossé avec Besson dans les années 90, lui, il est passionné par la photo parce que la photo, le cadre, c'est sa vision du monde. Et en fait, notre enjeu à tous, pour faire valoir notre singularité, ce que l'on a à livrer dans le monde, c'est d'assumer son prisme personnel. Alors, vu qu'une image vaut mieux qu'un long discours, je vais vous faire bosser un peu. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, sortir votre smartphone de votre poche, de votre sac, ou pour ceux qui l'ont en main, vous le gardez. Sortez tous votre smartphone. Et s'il vous plaît, d'où vous êtes là, prenez la photo que vous avez envie de prendre. Quoi que ce soit, vous êtes libre. Prenez la photo que vous voulez prendre. Tous. Voilà, ce que vous voulez. Photo. Vous tweetez, évidemment, vous tweetez ça sur le fil MK 2018, hashtag unique si vous voulez, vous la postez. Et quand vous allez regarder le fil, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir votre prisme personnel, votre singularité. Il n'y aura pas deux photos qui se ressemblent. Mieux que ça, quand vous allez regarder le fil Twitter, qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir la photo de la salle, la photo de la situation. Vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas vues, parce que tous autant que vous êtes, vous allez apporter un éclairage que le voisin n'aura pas. En fait, ce que vous venez de faire quand vous faites ça, vous venez d'affirmer votre prisme personnel. Il y a peut-être des gens qui auraient envie de prendre une photo, ceux du fond, de derrière la salle, ou ceux de devant, une photo d'ensemble. Rien ne vous empêchait de vous lever, je n'ai pas dit, vous n'avez pas le droit de mettre le bordel, vous auriez eu le droit de mettre le bordel. Vous auriez le droit de vous lever, de vous déplacer, de prendre la photo que vous vouliez vraiment prendre. Ça demande juste un peu d'organisation, c'est vrai, ça demande juste un peu de courage. Ça, c'est l'enjeu de notre société d'aujourd'hui. C'est votre courage à vous de vous lever, d'aller prendre la photo qui vous intéresse. Et c'est le courage de la société, le courage des entreprises, que de vous aider à faire ça. Et finalement, le seul message que j'ai envie de vous livrer maintenant, là, tout de suite, c'est de vous dire, faites comme Darius Khondji, assumez votre prisme personnel, prenez la photo que vous avez envie de prendre, et finalement, tous ensemble, on va composer la photo de la société d'aujourd'hui, la photo de la société de demain, celle dans laquelle on va se sentir bien, celle dans laquelle chacun va exprimer sa singularité, celle dans laquelle chacun trouvera sa place, et celle, on l'espère, dans laquelle on sera tous bien, tous ensemble, dans le respect de ces singularités. Alors, amis photographes, gardez vos appareils en main, osez vous lever, prenez la photo que vous avez envie de prendre et faites une belle photo pour la société de demain. Merci beaucoup.